Ici Mathieu Hodgson, éditeur du Jardinier paresseux. Dans ce balado, je prends le temps de discuter avec des personnes qui consacrent leur vie aux plantes et aux vivants pour parler de leur parcours, de leurs expériences et de ce qui les anime. L'objectif est simple, prendre le temps de mieux comprendre celles et ceux qui consacrent leur travail et leur passion au monde végétal et apprendre de leur regard. Cet épisode est présenté par Gloco, une entreprise québécoise fondée en 1919 qui se spécialise dans les semences de gazon, ainsi que des engrais et des composts biologiques adaptés à notre climat, dont les gammes herbioniques et bioniques, conçues pour jardiner tout en respectant la biodiversité. Bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Vincent Marcoux, cofondateur de l'Académie potagère et co-auteur du livre Le potager abondant, méthode pour cultiver et récolter plus, écrit avec Danny Bouchard et publié aux Éditions de l'Homme. Depuis plusieurs années, grâce à l'Académie potagère, Vincent accompagne des milliers de jardiniers à créer des potagers productifs, simples et accessibles. Aujourd'hui, on va parler de ce nouveau livre de potager d'autonomie alimentaire et du mouvement nourricier qui prend de plus en plus d'ampleur. Vincent, merci d'être avec nous. Salut Mathieu, je suis vraiment content d'être là. Dans le livre, il y a un moment où tu parles de la première fois qu'on goûte à une carotte de jardin. Puis la connexion intime que ça a créé là, avec la terre, mais aussi avec la personne qui nous a fait découvrir le potager. Moi, je me souviens encore de ma première carotte. Ça fait tellement longtemps. Je devais avoir autour de 3 ans. C'est un de mes premiers souvenirs. Puis mon père avait un petit potager le long du garage. Puis il a sorti une carotte de la terre, il l'a essuyé, là. Il me l'a donné. Puis j'ai capoté. C'était tellement bon, j'ai essayé. Après ça, j'ai essayé de tout arracher les carottes, là. J'en avais là, les 2 mains pleines de carottes, là, malgré les protestations de mon père. Toi, Vincent, c'est quoi ta carotte? C'est quoi le ou les souvenirs marquants là, qui t'ont amené au potager ou qui ont créé là, un lien là, avec la nature? Oui, bien en fait, on avait un potager familial avec mes grands-parents, mon oncle, ma tante, mes cousines, à la maison où est-ce que mon grand-père était né. Puis c'est mon oncle qui avait racheté ça. C'est à Saint-Raphaël, là, près de Saint-Vallier, sur la Rive-Sud, proche de Lévis, en Bellechasse. Puis là, on avait c'était quand même un gros potager, là. C'était pas un petit potager, puis il y avait un tracteur, puis tout. Fait que c'était pas maraîcher, on vendait pas de légumes, c'était vraiment pour nous. Moi, mon souvenir le plus marquant, c'est aussi une carotte, puis c'est avec ma grand-mère, qui s'appelle Anne-Marie. Puis j'ai le même souvenir que toi, là, un peu une révélation, tu sais. Il y a le avant et le après. Puis, tu sais, t'es jeune, tu manges des légumes, t'aimes les légumes ou t'aimes pas les légumes. Ma grand-mère est là, attends, les carottes sont prêtes, tords des carottes, puis j'ai le souvenir d'avoir fait ça tellement souvent après, parce qu'on allait là comme régulièrement. C'était un moment de réunion familiale. On y allait pratiquement chaque fin de semaine parce que c'était très proche d'où on habitait. Tout le monde entretenait le jardin. Évidemment, les enfants, on n'avait pas full le goût de désherber et tout, mais quand je suis rendu adulte, je me suis pas rendu compte tout de suite, mais ça a eu vraiment un effet marquant sur le long terme, ces événements-là, où est-ce que j'ai appris à connecter avec la terre, manger des produits frais diversifiés. On récoltait des framboises, il y avait des gadelles. On avait des carottes, des betteraves, des laitues. Ça s'est comme inscrit à l'intérieur de moi. C'est ça, je me rappelle encore, là, le goût. Ça goûte un peu la terre. Tu la frottes sur tes pantalons, tu croques, c'est tellement bon. Puis là, j'étais avec mes 2 frères, mes cousines. C'est vraiment, c'est vraiment des moments mémorables. Puis je me souviens autant de la carotte que de la joie que ma grand-mère avait à nous partager ça, que de l'importance que le potager avait pour ma famille à ce moment-là. Ouais. Après, là, la première carotte, entre ce moment-là puis le moment où tu as commencé des études parce que tu as étudié là, en agriculture, qu'est-ce qui a fait là, que tu as décidé de poursuivre des études dans ce domaine-là? Oui, bien, c'est une très bonne question. Il n'y avait rien qui... Tu sais, je me ramène quand j'étais jeune, il n'y avait rien qui pointait dans cette direction-là. Tu sais, on habitait en ville, on avait ce potager-là, mais ça restait une occupation de mes parents, de mes grands-parents, puis un plaisir pour eux. Mais moi, je me suis pas dit que j'allais faire ça, tu sais. J'ai étudié en sciences nature, je cherchais un peu ma voie, puis j'ai entamé un baccalauréat en philosophie parce que je me disais,
j'ai pas nécessairement le goût d'aller en sciences. J'apprécie la science, mais je me vois pas faire un métier de ça. Là, j'avais 19 ans, j'avais le goût de continuer à l'école, d'approfondir ma compréhension du monde. Donc, la philo, ça a été un moment marquant. Puis à l'intérieur de ça, j'ai eu la chance de travailler pour Équiterre. En fait, je faisais de la représentation de l'organisme Équiterre qui, à ce moment-là, mettait de l'avant beaucoup les fermiers de famille. Donc, je faisais du porte-à-porte pour parler de l'organisme. C'est là que j'ai rencontré ma blonde qui est encore avec moi aujourd'hui, Corinne. On a eu comme eu un déclic parce que j'étais en philo. C'était bien intéressant tout ça, mais je trouvais que c'était vraiment pas assez concret pour moi. Une personne qui avait besoin de faire des projets concrets, puis j'avais besoin de faire une marque dans le monde. Puis, à force de parler au porte-à-porte à des milliers de gens de l'importance de soutenir l'agriculture locale, de participer directement, d'encourager les fermiers, de devenir des contributeurs du mouvement, ben je me suis comme convaincu moi-même. Je me suis dit, bon, ben c'est quoi la meilleure chose que je peux faire qui fait du sens, qui est concrète, puis qui m'amènerait à poser un geste marquant dans ma vie. Puis finalement, c'est là qu'on s'est dit, ben on va devenir fermier de famille. Donc, Corinne puis moi, on s'est inscrits à ce moment-là au cégep de Victoriaville. C'est comme là que tout a débuté. Puis en parallèle, Corinne, elle avait une amie. C'est une très bonne amie de Maud Hélène, la femme de Jean-Martin Fortier. À ce moment-là, on les connaissait pas encore, là, ils n'étaient pas connus. Fait que juste avant de commencer le cégep, on a eu la chance d'aller faire quelques semaines de stage à la Grelinette au moment où Jean-Martin était en train d'écrire son livre. Non seulement, dans cette année-là, on a non seulement pris la décision de devenir fermier de famille, mais on a trouvé le modèle qui nous intéressait, puis quelque chose qui nous parlait beaucoup parce que mes souvenirs à moi, c'était quand même un gros potager extensif. Puis là, tout d'un coup, ben, on a comme allié plusieurs choses qui parlaient pour nous au niveau de nos valeurs puis de notre vision du monde. Comment ça s'est passé, la naissance du Jardin des Funambules? Après le cégep de Victoriaville, en fait, tout au long du cégep de Victoriaville, mon idée s'est raffinée puis s'est raffermie sur le modèle agricole qu'on avait envie d'avoir. On cherchait vraiment à faire quelque chose de collectif parce que l'accès à la terre est difficile. Aujourd'hui, encore plus. On est 10 ans plus tard, là, puis je suis pas sûr que je serais capable de faire le même projet que j'ai fait en 2016. Même, je suis sûr que ça serait pas mal plus difficile. À ce moment-là, déjà, quand j'étais aux études, on voyait l'accès à la terre est limité, il y a des enjeux, il y a beaucoup de burn-out en agriculture. C'est très, très demandant. Je me demandais comment est-ce qu'on fait pour pallier à ça positivement. Puis moi, dans ma tête, c'était avoir une entreprise collective. De quelle façon, je ne savais pas, mais je voulais m'associer à des gens pour qu'on puisse faire ça ensemble, pour que ça amène encore plus de sens dans notre vie, puis que ce ne soit pas juste le sens un peu symbolique de nourrir les gens, mais je voulais avoir une qualité de vie à travers ce projet-là, puis c'était vraiment essentiel. Et là, j'ai travaillé 3 années avec Timothée Croteau. À l'époque, il y avait les Jardins d'Inverness. C'est là que j'ai vraiment appris ce que je voulais. Le modèle était parfait, mais Timothée était fatigué, puis il n'arrêtait pas de m'en parler. Il était seul dans son projet. Ça m'a vraiment marqué beaucoup parce qu'il était performant, compétent. Je veux dire, il avait tout pour réussir. Il réussissait son projet, c'était un succès, mais il était fatigué puis il savait pas comment faire pour s'entourer. Donc, c'est là que vraiment l'idée du Jardin des Funambules a émergé. On avait fait quelques tentatives d'association ici et là, comme en parallèle, parce qu'on n'avait pas de terre, moi et Corinne. Donc, on voulait s'associer peut-être avec des gens qui en avaient déjà une. Puis finalement, l'opportunité s'est présentée pour nous d'acheter à Saint-François-Xavier de Brompton, en Estrie, tout près de Sherbrooke, une petite terre qui avait une maison, qui avait déjà 2 logements dedans. Donc, on s'est lancé, on s'est dit, à la place d'attendre une opportunité, on va en créer une. Donc, on a acheté à terre la maison, puis on a invité 2 personnes, Vincent Lafleur et Mélisande Leblanc, à venir avec nous pour démarrer tout ça. Peux-tu me décrire un peu ta vie là, pendant cette période-là, avant le début de l'Académie potagère, quand vous étiez là, en train de démarrer puis faire évoluer ce projet-là? Pour vraiment comprendre là, l'agriculture puis l'entrepreneuriat agricole, c'est quelque chose de vraiment spécial. Il faut que tu aies une motivation sans limite. Il faut que tu sois prêt à tout, en fait, parce qu'il y a tellement d'obstacles. Il faut acquérir beaucoup de matériel avant même de commencer à produire parce qu'il y a un marché qui existe. Puis dans le fond, on est en compétition avec l'international pour la qualité des légumes. Là. On doit arriver sur le marché avec les plus beaux légumes dès le départ pour que ça donne le plus value aux gens de vouloir venir vers nous parce qu'il reste que pour pouvoir vivre la production légumière, il faut quand même vendre à un bon prix. Là. On ne peut pas compétitionner les épiceries. Donc, nous, ce qu'on offrait, finalement, il fallait offrir une expérience, mais on ne pouvait pas juste offrir une expérience parce que l'expérience des paniers bio des années début 2000, on n'était plus là en 2016. Les vieux de la vieille qui prenaient des paniers puis qui étaient très heureux d'avoir de la bêta-carte, des épinards, du kale comme premier panier pendant 3 semaines, on n'était plus là.
Donc, il fallait des infrastructures dès le départ, des serres. Tu sais, dans nos premiers paniers, on voulait des concombres, des tomates cerises, le plus rapidement des poivrons. Les légumes que les gens ils mangent, mais finalement, c'est complètement hors saison. Fait qu'il fallait désaisonnaliser, donc étirer des deux bouts. Donc, nous, on avait vraiment cette vision-là de commencer du mieux qu'on pouvait. Donc, évidemment, ça vient avec un certain mindset où est-ce que tu dois tout faire dès le départ, tu dois t'engager, faire tous les investissements nécessaires, puis démarrer un peu en lion. Fait que la première année, nos conjointes, à Vincent puis moi, travaillaient à l'extérieur. Donc, jusqu'en 2020, ça a pris 4 ans avant que les filles puissent vraiment venir sur la ferme. Donc, on a piloté ça, moi et Vincent, à deux. On travaillait beaucoup, mais rapidement, on a été capable de ne pas sortir après 5 heures. Assez rapidement, on a été capable de retrouver une partie de nos fins de semaine. Mais un des choix qu'il fallait faire, c'est la mise en marché. Puis, une des choses qu'on savait qu'on ne voulait pas faire, parce que là, moi, on avait des enfants, là, Abigail, ma première aînée, au moment où on démarrait la ferme, on ne voulait pas faire de marché de fin de semaine. Ça, c'était quelque chose qui était vraiment clair pour nous. Donc, on a misé sur les paniers et les restaurants, épiceries locales. Donc, pour faire le cycle de production du lundi au vendredi, puis qu'on n'ait pas besoin de sortir vendre des légumes la fin de semaine. Parce que je savais que les enfants, éventuellement, c'est pas leur choix, notre vie. Puis, c'est le seul moment où est-ce qu'on peut vraiment être avec eux. C'était vraiment important pour nous de sécuriser le plus possible les fins de semaine dès le départ. Fait que la quête d'équilibre a été vraiment au cœur de toutes nos réflexions au Jardin des Funambules. Puis, ça reste une ligne précaire, l'équilibre en agriculture. Donc, on a misé beaucoup sur les serres pour réduire les impacts climatiques potentiels, augmenter la saison, offrir les plus beaux légumes que les gens veulent vraiment acheter plutôt que d'essayer de leur vendre quelque chose qu'ils ne veulent pas vraiment. Je veux dire, c'est bon du chou rave, c'est bon du kale, c'est bon de la bêta-carde, mais finalement, il y a 10% des gens qui vont en prendre, mais il y a 100% des gens qui prennent des concombres libanais, des tomates cerises, des tomates beef à chaque semaine, puis des carottes. Pendant ce temps-là, tu es encore au Jardin des Funambules. C'est là que tu commences avec Danny Bouchard, le projet de l'Académie potagère. Comment vous connaissez? Oui, moi, j'ai rencontré Danny pour la première fois. C'est drôle, au moment où on démarrait le Jardin des Funambules, lui, il arrivait sur la ferme des Quatre-Temps, puis la ferme des Quatre-Temps avec Jean-Martin Fortier était en émergence. Puis j'avais fait une conférence avec Jean-Martin à ce moment-là, puis on s'était juste rencontrés, Danny puis moi. Mais mes associés, Vincent et Mélisande, ont fait 1 an à la ferme des Quatre-Temps avec Danny. Donc finalement, tu sais, de fil en aiguille, on s'est rencontrés. Puis en 2018 ou en 2019, Danny, il quittait la ferme des Quatre-Temps, puis il y avait un projet, un gros projet de slackline. Fait que là, il a déménagé de région, puis moi puis Corinne, dans notre logement, on avait fait des rénovations, il y avait un petit loft. Fait que Danny est venu vivre là, puis c'est comme ça qu'on a commencé à collaborer. Puis avec Vincent Lafleur au Jardin des Funambules, on avait commencé à faire un volet plus pédagogique pour diversifier l'offre du Jardin des Funambules. Donc, on faisait des petites conférences ici et là, des formations. Puis, on avait demandé à Danny de nous aider là-dedans. Fait que là, moi, j'avais commencé à travailler avec Danny comme ça. Puis, évidemment, 2020 arrive, la pandémie, évidemment. Alors, ça transforme un peu tout le portrait. Ça faisait un certain temps qu'on avait le désir d'offrir des formations plus pour les particuliers. Parce qu'on voyait que la réponse des gens, c'était vraiment comment vous faites pour produire des beaux légumes de même? L'étal du Jardin des Funambules était magnifique. Puis, il y a beaucoup de gens en campagne qui sont jardiniers, puis qui finalement s'inscrivaient à nos paniers parce que leur potager, ils fournissaient pas assez de légumes. Puis, ils n'étaient pas capables d'avoir la diversité qu'on offrait. Puis, on voyait quand même qu'il y avait cette question-là dans le regard des gens, puis même dans leurs propos. Comme, c'est quoi votre recette magique? Tu sais, c'est quoi le secret? Là? Puis, je sais pas, ça nous a travaillé. On se disait, il n'y en a pas de secret, c'est une longue liste de petites choses. Puis c'est ça le vivant. Il faut que tu apprennes à connecter avec, comprendre les besoins, puis à clarifier de plus en plus. Puis à un moment donné, ça devient comme un peu clair et simple qu'est-ce qu'on doit faire. Il y a des limites à ne pas dépasser, puis il y a des choses qui sont favorables. Fait que c'est comme là qu'on a décidé de faire émerger l'académie. Puis c'était un bon moment, la pandémie, parce que il y avait comme cet enthousiasme-là aussi. On voyait que beaucoup de gens avaient ces questionnements-là. Comment on fait pour produire des légumes chez nous à la maison? Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'Académie potagère, peux-tu leur expliquer c'est quoi? L'Académie potagère, notre mission, c'est d'aider les jardiniers à la maison à produire des beaux légumes en quantité avec la surface qu'ils ont disponible, que ce soit en pot ou en contenant. Donc, c'est vraiment d'aider les jardiniers dans leur pratique de jardinage, dans le but de garder le plaisir et la passion, mais d'apporter un volet nourricier. Parce qu'on voit beaucoup de jardiniers qui font plein d'expérimentations,
qui ont du plaisir à faire ça, qui ont du plaisir à connecter avec la terre, mais qui n'ont pas des résultats garantis, ou du moins les résultats sont variables. Donc, par l'Académie potagère, nous, principalement, on offre des formations en ligne parce que c'est la façon de faire qui nous permet de parler à un plus grand nombre. On a par exemple le programme de formation qui était notre première formation qui couvre l'intégralité de la saison, du début à la fin, production des transplants, implantation, ouverture du potager jusqu'aux récoltes. Tu sais, c'est 17 ou 18 heures de contenu vidéo par leçon avec plein de fiches. Donc, ce que nous, on se disait, c'est on va accompagner les gens du début à la fin pour donner une méthodologie. Quand on devient un expert dans un domaine, on peut lâcher les méthodes puis commencer à mieux comprendre qu'est-ce qu'on doit faire puis travailler plus avec notre intuition. Mais quand on n'a pas l'intuition encore de former, surtout les jardiniers qui font pas ça un métier, combien de saisons ça va prendre avant d'avoir vraiment l'intuition du plant de tomate? Tu démarres ton plant de tomate une fois par année, peut-être 2 si tu l'as manqué, mais là, tu vas le faire 1, 2 ou 3 fois maximum. Puis après ça, c'est 1 an d'attente. C'est pour ça on s'est dit, moi, j'avais déjà beaucoup d'expérience en maraîchage. On nourrissait des centaines de familles, année après année, du début mars mais pas les paniers, là, mais on commençait à avoir du stock à vendre au mois de mars-avril jusqu'à novembre-décembre. Puis on a fait même les productions hivernales. Donc, je me disais clairement qu'on peut montrer un chemin qui est moins parsemé d'embûches, qui est pas basé sur les essais-erreurs. Puis ça peut aider les gens. Fait que c'est ça l'Académie potagère. C'est une méthode qu'on enseigne qui permet aux gens d'apprendre étape par étape. Puis après ça, ça leur donne toutes les connaissances requises pour continuer leur processus, puis innover après, s'ils veulent. Comment t'as trouvé la transition entre maraîcher et puis, disons, formateur ou communicateur? Moi, ça faisait longtemps dans ma vie que je savais que j'avais ça en moi. Ma mère, c'est une artiste peintre. Elle avait une école de peinture à la maison. Je voyais qu'elle était entrepreneur, puis elle était pédagogue, puis ça m'inspirait beaucoup. Puis je savais que je portais cette vision-là dans ma vie, que j'avais le goût d'avoir un lien pédagogique avec les gens. C'est comme venu naturellement pour moi au sein de la ferme. Ça a été une transition un peu plus difficile avec l'académie parce que j'étais encore fermier. J'avais déjà un projet d'entreprise qui demandait tout mon temps. J'étais père d'une jeune fille. Ce qui a été difficile pour moi, c'est pas tant la transition vers le rôle de pédagogue, mais plus la transition d'être gestionnaire de 2 entreprises en même temps, puis pas échapper de balle d'un côté, pas échapper de balle de l'autre. Moi, c'est ça qui a été plus difficile dans mon parcours, mais ce que je trouvais vraiment intéressant dans le fait de la pédagogie appliquée aux jardiniers amateurs, c'est que tout est à dire, puis tout est à créer, parce qu'on ne pouvait pas parler aux jardiniers de la même façon qu'on se parlait entre maraîchers. Le jargon maraîcher, il y a plein de choses que ça va trop vite. Là. C'est des petits jargons qui font en sorte qu'à un certain point, on connaît nos techniques, mais ce qui a été vraiment le fun, ça a été de traduire le jargon maraîcher, les techniques, puis vraiment les adapter à la finesse d'un petit jardin. Comment est-ce qu'on fait en sorte de transférer la bonne technique pour que ça fonctionne, mais à la bonne échelle? Moi, j'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré ça. Les gens me demandent souvent quels produits j'utilise dans mon jardin. Quel compost, quel engrais, quelles semences pour la pelouse, pour les prés fleuris. C'est pas compliqué. Chez nous, j'utilise les produits Gloco, une entreprise familiale québécoise avec plus de 100 ans d'histoire. Dans mon jardin, que ce soit dans mes plates-bandes ou dans mon potager, le plus important, c'est de nourrir le sol de façon naturelle. C'est pour ça que j'utilise le compost marin et forestier Bionic, certifié biologique Québec Vrai. C'est un compost sans remplissage, donc 100% compost, qui ajoute non seulement de la matière organique, mais aussi des organismes vivants qui contribuent directement à la fertilité du sol. Quand j'ai besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire, j'utilise les engrais biologiques Bionic, avec des formulations pour les fruits et légumes, les fleurs annuelles, les fines herbes, les semis, les arbres et arbustes. Ils ont même un engrais liquide composé à 100% d'algues marines. La gamme Bionic, comme le compost et les engrais, c'est aussi un bel exemple d'économie circulaire. Ils sont composés de résidus marins et forestiers qui retournent à la terre plutôt que d'être jetés. Gloco offre aussi des semences pour la pelouse et les prés fleuris. La gamme Herbionic est adaptée au climat du Québec, avec des options pour des pelouses qui demandent peu d'entretien ou d'arrosage.
et pour des espaces fleuris qui soutiennent la biodiversité en attirant les pollinisateurs, les papillons et les oiseaux. Les produits Herbionic et Bionic sont disponibles dans plus de 250 jardineries au Québec. Pour en savoir plus, visitez gloco.ca. Parce qu'un jardin plein de vie, c'est un jardin en santé. Chez nous, c'est Gloco. Là, on est en 2026. Vous avez des formations en ligne. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Danny a fait de la télé aussi. Pourquoi maintenant passer par le livre? C'est quelque chose dès qu'on a démarré l'académie, l'idée du livre existait. Je ne peux pas cacher qu'en parlant, on était quand même. Danny était proche de Jean-Martin, puis ça a été quelque chose que lui nous a souvent dit. Hey, les gars, écrivez un livre, c'est vraiment le fun. T'sais. Nous, on a d'abord voulu concentrer nos efforts sur les formations en ligne pour vraiment s'assurer de pouvoir couvrir plus large puis aller plus en profondeur avec les gens. Mais avec le temps, on comprenait aussi que les formations en ligne, c'est pas nécessairement d'une part à la portée de tous, mais aussi dans l'intérêt de tous. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui a envie d'apprendre devant l'écran. On travaille déjà beaucoup avec les écrans aujourd'hui. Le livre, il y a quelque chose de vraiment irremplaçable. En fait, le livre, c'est comme si c'est un peu universel et éternel. Avoir quelque chose de physique, palpable, concret. Il y a beaucoup de monde qui... Lire le livre, c'est pas juste apprendre, c'est un moment, il y a comme de la sérénité, il y a comme un contact plus direct avec la matière. Puis moi, puis Danny, on avait vraiment le goût de contribuer de cette façon-là. Le livre, pour nous, la vision du livre, le potager abondant, on veut qu'il soit dans toutes les cuisines. On veut que les gens puissent l'utiliser comme un guide de poche, un guide, un soutien technique réel, plutôt que de devoir se connecter encore sur le cellulaire. Le livre, c'est juste ça. Fait que moi, je trouve que c'était essentiel pour l'Académie potagère, puis pour nous, puis c'était un beau défi aussi de relever ça, d'écrire un livre. D'autant plus à deux, deux auteurs, là, c'était un beau défi. Comment ça s'est passé, ça, là, justement, là, l'écriture à deux? Comment vous avez fait ça? On a eu beaucoup de discussions, mais tu sais, heureusement, le livre, on l'a écrit après 5 ans. Ça faisait 5 ans que moi et Danny, on travaillait ensemble, qu'on créait des formations ensemble, qu'on tournait ensemble. Tu sais, à l'académie, là, on était une petite équipe. Là, on a tout fait de A à Z là, avec de l'aide externe de temps en temps, mais globalement, c'est notre petite équipe. Danny et moi, ça faisait déjà longtemps qu'on avait un peu arrimé notre jargon ou notre façon de parler du jardinage. Mais ce qui est différent dans une formation en ligne, c'est qu'on va écrire un script pour expliquer quelles choses on veut vraiment parler pour être sûr de ne pas oublier des choses, pour être sûr d'aller dans la bonne voie, parce que faire de l'improvisation, ça t'amène partout. Fait que là, nos formations ne sont pas improvisées. Mais il y a toujours la possibilité de le mettre à ta main, à ta voix. Mais là, dans le livre, c'était un exercice un petit peu plus difficile parce que les mots qui sont écrits là, c'est les mots qui sont finaux. Ils vont rester puis ils vont être là longtemps. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a décidé de, le plus possible, faire le squelette ensemble, développer les idées. Puis ensuite, on a décidé qui écrirait quel chapitre. Puis pour s'assurer à la fin qu'il y ait une uniformité, ben, il y a un d'entre nous qui a repassé par-dessus tous les chapitres pour s'assurer d'amener cette petite touche-là, comme si on entendait quelqu'un parler, comme si on parlait avec une personne. Puis en même temps, c'est nos deux expériences qui sont mises à travers ce livre-là. Le livre est divisé en 3 parties là, majeures. Donc, on commence par un peu la vision, inspirée du maraîchage. Après ça, c'est vraiment dans la pratique, là, comment faire un potager. Et puis ensuite, bon, dernière partie sur l'autonomie alimentaire. Dès le départ, là, j'ai remarqué les mots abondance et simplicité. Est-ce que ces 2 idées-là vont vraiment ensemble dans ce type de potager-là? Honnêtement, nous, notre expérience, c'est que oui. Parce que c'est pas nécessairement que la simplicité, c'est de ne pas mettre d'effort. La simplicité, c'est pas de ne rien faire. La simplicité, c'est pas d'attendre que les choses se passent. La simplicité, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait, de le voir d'avance, d'avoir des méthodes qui sont pas compliquées, d'avoir des techniques qui sont simples à exécuter. Fait que la simplicité est plus dans la manière dont on jardine, plus que dans le fait que le jardinage, c'est facile. Le jardinage, ça prend plein de connaissances. On joue avec le climat, il y a des insectes, il y a des maladies. C'est pas facile. Il y a comme quelque chose de différent entre la facilité puis la simplicité. Donc, nous, ce qu'on enseigne, c'est par le biais
d'une vision organisée du potager, d'une organisation dans l'espace et dans le temps, avec quelques outils assez simples, qui ne coûtent pas très cher, avec des espèces bien ordonnées, des densités qui sont les bonnes, une charge de fertilisation qui est adaptée. On peut passer à travers la saison, puis obtenir le plein potentiel des plantes le plus souvent. Puis c'est ça que nous, on a vécu sur la ferme maraîchère. On n'avait pas des gros équipements. C'était une ferme non mécanisée. On faisait tout manuel. On avait un motoculteur, mais essentiellement, c'était toutes des choses manuelles. Ce qui était difficile, c'était d'organiser le travail de la bonne façon, dans une bonne séquence pour ne pas perdre le contrôle. Mais dans un potager, c'est beaucoup plus petit. Il y a encore plus de possibilités d'atteindre le plein potentiel de nos plantes parce qu'on va prendre plus soin de chacune d'elles. J'avais pas le temps, moi, de prendre soin de chacun de mes céleri raves, là. On avait 250 planches là, à s'occuper de 30 mètres. T'sais. Fait que ça roule, mais dans le potager, c'est différent. Fait que c'est pour ça que nous, on en est venu à faire, ça fait là, 5 ans qu'on a un potager d'autosuffisance, puis le nombre d'heures qu'on met dans le potager, il est pas très grand là, par rapport à ce que je sais qu'on pourrait mettre dans un potager. Fait qu'on sort pour faire les bonnes choses au bon moment, puis c'est ça la simplicité. Mais c'est ça qui est dur à enseigner, puis c'est pour ça qu'on a fait nos formations. C'est que finalement, ça demande un peu une vision du potager, comme un genre de vue d'ensemble. Puis c'est ça qu'on parle notamment dans la première partie, c'est un peu mettre la base du système, d'avoir une posture par rapport à ce qu'on va faire dans le jardin, plutôt que de s'emballer puis d'aller faire des choses au jardin. Qu'est-ce que tu faisais en tant que maraîcher professionnel que tu as transporté dans le monde du potager? Bien, je pense que c'est ça, c'est le système. Sur la ferme, il y a plein de compartiments. La ferme, c'est comme un gros système où est-ce qu'il y a plein de choses qui fonctionnent. Tu as les serres, tu as la pépinière, tu as le travail de sol. C'est toutes des sections d'un même travail. Tu vas avoir les implantations, tu vas avoir ensuite les récoltes, le conditionnement, la mise en marché. Fait que c'est plein de segments d'un tout. L'objectif qu'on avait pour être rentable puis pour pouvoir nourrir notre communauté, c'était de faire en sorte que le lien entre chacun de ces éléments-là est le plus fluide possible. Il fallait observer chacune de ces étapes-là, puis se demander c'est quoi les bonnes techniques qu'on peut faire qui viennent contribuer, puis c'est quoi les limites aussi qu'on a. Parce qu'on n'a pas de tracteur. Fait qu'on on aurait pu se dire on fait tout manuel sauf les travails de sol. Mais là, finalement, il faut que tu organises la ferme pour que les tracteurs fonctionnent bien là, pour que tu puisses te retourner. Fait que le gain d'efficacité n'était pas nécessairement évident. Ça, cette idée-là de chaque chose durant la saison est liée à la chose qui précède. Le choix de la variété va avoir un impact sur ton potentiel de récolte. La façon dont tu prépares ton sol va aussi avoir un impact sur comment les racines vont se développer. La densité à laquelle tu plantes les plantes va avoir un impact sur leur capacité de développement. Fait que finalement, on réalise que c'est un tout. Puis c'est ça qu'on a transféré le plus. La chose qui est la plus évidente pour nous d'avoir transféré, c'est cette vision-là. Puis ensuite, ben, là-dedans, on l'a bâti à travers toutes les petites techniques que nous, on connaissait bien. Qui ne sont pas nécessairement les seules à fonctionner, mais là, c'est celles que nous, on connaît, c'est celles que nous, on a appliquées puis qu'on sait qui fonctionnent. Là, on s'en va dans la deuxième partie du livre. Là, c'est vraiment concrètement, on planifie, on fait la conception des planches, tout ça, jusqu'à la récolte, la conservation, tout ça. Quand quelqu'un veut créer un potager nourricier, c'est quoi la première décision à prendre, là? La première décision à prendre, nous, on pense que ça se passe dans la réflexion. Dans le chapitre de la planification, on parle de ça. C'est quoi la place que le jardin a dans ta vie, ou c'est quelle place est-ce que tu veux donner au jardinage dans ta vie? On en a côtoyé des milliers de jardiniers. Là, ça fait 5 ans qu'on est dans ce milieu-là, puis on a des échanges avec plein de gens. Puis une des choses qu'on observe le plus, c'est emballant jardiner, c'est passionnant jardiner, puis il y a un moment dans l'année où on a énormément le goût de jardiner, puis on se laisse emporter. La chose à faire pour nous qui est initiale, la première chose, c'est d'essayer de positionner combien de temps j'ai pour jardiner. C'est quoi vraiment les ressources que j'ai pour jardiner? Parce qu'une fois que tu entames le processus, puis que tu démarres des plantes dans la maison, puis que tu ouvres un jardin, si tu veux pas avoir un sentiment de « Ah, je l'ai pas eu », bien, il faut que ça soit à la hauteur de tes capacités. Beaucoup de monde qui s'emballe, puis là, rendu au milieu de l'été, c'est comme « Oups ». Là, c'est un peu trop pour moi. On va bâtir pas une déception, mais on bâtit ce petit sentiment-là de je ne l'ai pas eu tout à fait. Fait que la première chose qu'on dit aux gens, c'est commencez petit. On commence petit, on s'exerce,
on découvre, est-ce qu'on aime ça? Est-ce qu'on atteint les objectifs? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer? Puis ensuite, on grossit. Fait que c'est la première chose pour nous, bien avant de dire où est-ce que je le positionne, puis quelle variété j'utilise, puis quels légumes j'ai envie de faire. C'est quoi que tu as comme temps pour jardiner? Le livre parle quand même de design, de la conception du potager. Pourquoi c'est si important? Bien, en fait, est-ce que chaque jour que tu vas aller jardiner, tu vas entrer dans le lieu physique du jardin, du potager. Donc, le design a un impact sur à peu près toutes les choses que tu vas y faire. La façon dont tu vas être en mesure d'arroser, la façon dont tu vas pouvoir te promener entre les rangs, entre les planches, l'espacement entre chacune de ces plantes-là. Donc, le design, c'est comme si, ben, c'est comme un plan de maison, là. Je veux dire, personne va bâtir une maison sans plan. Puis, tu sais, moi, je dis ça souvent à des gens, puis ils sont comme, ben oui, c'est évident, mais pourquoi on bâtit des jardins sans plan? Parce que ça a moins d'impact, c'est moins dramatique. C'est moins dramatique. Moi, c'est ça. Le design du jardin, c'est un peu, c'est la structure globale de ton potager, c'est un peu l'architecture de ta maison. Puis une fois qu'elle a bien été pensée, ben tu t'assures beaucoup plus de pouvoir avoir du plaisir dedans, puis obtenir les récoltes que tu souhaites. Mais encore là, ça ne veut pas nécessairement dire que le design que nous, on propose, c'est le seul. Mais il est consistant et logique avec toutes les autres choses qu'on parle. Donc, si tu le mets en application, tu es certain de pouvoir désherber de la même façon qu'on va te proposer, fait que ça amène plus de facilité et d'aisance dans toutes les étapes de la saison. Ça serait quoi, là, pour toi, disons, là, les paramètres les plus importants quand on commence à concevoir là, un potager? Je dirais que ça dépend si on décide d'y aller en pleine terre ou en contenant. Mais dans les deux cas, la terre, le sol et le substrat que tu vas utiliser dans tes contenants est extrêmement important. On ne peut pas aller trop vite là-dessus, même si tous les sols peuvent se construire et s'améliorer. Je pense que l'élément initial, c'est d'avoir une bonne compréhension de ce avec quoi on démarre. C'est vraiment assez recommandé là, de commencer par faire une analyse de ton sol, puis d'être capable de voir, ben, c'est quoi mon sol? Est-ce que c'est du sable, de l'argile, etc. Parce que après ça, tout le reste va un peu découler de ça. T'sais. Puis les plantes, ils ne poussent pas nulle part. Là. Elles poussent ancrées dans le sol, l'enracinement profond, l'échange avec les bactéries, toute la vie du sol, c'est extrêmement important. Comment est-ce qu'on arrive à avoir un sol vraiment productif et fertile? Les experts en sol vont dire qu'il y a plein de façons de faire. Là, au potager, on n'a pas le luxe de pouvoir s'inventer agronome, puis commencer à déclarer qu'est-ce qui doit être fait pour chaque type de sol. Donc, on essaie de retirer, une pratique un peu universelle qui fonctionne bien dans la majorité des cas. Puis, en général, il y a une nécessité initiale de mettre des bonnes doses de compost pour aller activer le sol. Souvent parce que dans les milieux urbains, le sol a été bouleversé. On ne sait pas c'est quoi le pourcentage de matière organique. La vie du sol est incertaine. Donc, venir inoculer le sol avec une bonne charge de compost, ça va vraiment aider à un peu démarrer le cycle biologique puis la transformation du sol. Parce que la matière organique, elle a un impact avec l'argile puis avec le calcium. Fait que c'est un peu les trois choses qui vont commencer à démarrer. Donc, c'est vraiment, commençons avec des bonnes doses de compost. Là où est-ce qu'il y a un enjeu, c'est qu'après plusieurs années, il faut changer notre pratique. Là. On peut pas mettre les mêmes doses à chaque année parce qu'éventuellement, ben, on tombe de l'autre côté. Là, on a une surcharge, trop de matière organique. Mais c'est là que c'est dur pour les jardiniers de savoir quand est-ce qu'on arrête. Mais je dirais que dans les 2-3 premières années, on peut mettre des bonnes doses de compost, puis essentiellement, ça va aider réellement le sol et les plantes à aller chercher tous leurs nutriments. Puis en général, c'est insuffisant, le seul compost. Donc nous, on est en faveur de l'utilisation des fertilisants et des amendements. Le compost, c'est un amendement, donc il va nourrir le sol sur le long terme. Il nourrit également les plantes, mais un fertilisant va être utilisé pour nourrir plus spécifiquement les plantes dans la saison de croissance. Puis là, on utilise évidemment des fertilisants qui sont organiques, certifiés bio, parce qu'on ne veut pas prendre n'importe quoi puis mettre ça dans le sol. On se nourrit de ces légumes-là. C'est vraiment important. Là. Je ne pourrais pas le répéter plus, mais là, toutes nos pratiques sont écologiques. Là. Moi, c'est juste ça que je sais faire. L'agriculture bio, c'est juste ça que j'ai fait. Depuis que je travaille sur des fermes, je ne sais pas comment faire autre chose. Puis ça donne que c'est la chose que je veux faire aussi. Fait que j'invite les gens à être 100% bio dans leur potager. Dans le livre, là, on insiste beaucoup sur la prévention. Comment est-ce qu'on prévient des problèmes futurs dans le potager?
Mais il y a beaucoup de choses qui sont liées à, comment dire, le cycle naturel de la vie des plantes. Donc, il y a comme plein de choses qui sont prévisibles de par le cycle naturel. Donc, la prévention, ça commence par une bonne compréhension de c'est quoi ce cycle-là. On ne peut pas prévenir si on ne sait pas c'est quoi qu'on prévient. Justement, la fertilité, il y a l'arrosage, il y a ensuite les insectes et les maladies. Normalement, quand on parle de prévention, c'est souvent plus associé à des problématiques comme les insectes et les maladies, mais pour nous, la prévention, c'est d'un autre ordre et plus global. Par exemple, prévenir des enjeux de manque de fertilité ou de maladie, ça commence par choisir des variétés qui sont des bonnes variétés, qui sont éprouvées, mettre une bonne densité entre les plantes au potager. Donc, déjà, tu as deux paramètres qui viennent aider plus tard. Parce qu'une fois que les plantes sont rendues grosses, si elles sont trop collées, elles vont être en compétition pour les nutriments. Puis des plantes qui sont en compétition vont devenir affaiblies, vont devenir stressées. Puis des plantes stressées, ça attire plus les insectes, puis en général, ça tombe plus malade. Donc, il y a comme tout un cycle de prévention qui est invisible, qui est inclus dans les méthodes qu'on propose, qui est inclus dans tout le processus qui arrive finalement à une plante en santé qui est assez volumineuse, puis là, elle se fait attaquer par les insectes. En amont, on a déjà plein de petites étapes qui sont dans la prévention. Par exemple, on implante des brassicacées, la famille des choux, on met un filet. Si on ne met pas de filet, on est certain d'avoir des trous puis des problèmes. Donc, on met un filet. Est-ce que le filet, il va stopper 100% des dégâts? Non, mais on a prévenu 90% des dégâts. Ce qui te donne une chance de succès de 9 sur 10 déjà en partant. T'sais. Donc, la prévention, c'est comme de voir venir, puis de pouvoir intervenir avant que le problème arrive. Puis avec les insectes, évidemment, c'est là où est-ce que c'est le plus évident, parce que si on ne connaît pas les insectes qui s'attaquent à nos plantes, si on ne connaît pas le moment où est-ce qu'ils vont attaquer nos plantes, c'est plus dur de travailler en prévention. C'est pour ça que les filets, on les met de façon systématique à l'implantation sur toutes les cultures qui sont sensibles aux insectes. On parlait de design tantôt. Tout est pensé en fonction de, justement, là, on parle de prévention, d'outils, design. Moi, je trouvais un bon exemple de ça, c'était les mauvaises herbes. Comment prévenir les mauvaises herbes. Puis ça commence du début, hein, quand tu fais ton design, pour pouvoir utiliser les bons outils pour prévenir là, les mauvaises herbes. Exactement. Vraiment, vraiment. Tu as 100% raison. Puis, tu sais, si tu ne mets pas l'espace requis, parce que ça, c'est physique, tu sais, tu as une binette d'une certaine largeur. Si tu n'as pas l'espace pour passer entre tes plantes parce qu'elles sont trop rapprochées, bien là, tout d'un coup, tu ne peux pas utiliser ta binette. Et tu vas nécessairement devoir désherber à main. Puis, nécessairement, tu ne vas pas le faire au bon moment parce que c'est un peu moins le fun de désherber à main. Fait que finalement, le cycle de prévention, tu as raison, il part vraiment plus loin dans le design puis dans l'organisation générale du potager. On a tendance à pas vraiment réfléchir à la récolte. Donc, je plante et puis bon, je récolte quand les tomates sont prêtes, quand les fruits, les légumes sont prêts. Mais vous avez quand même écrit là, un chapitre là, sur la récolte, aussi sur la conservation. Pourquoi là, ces deux éléments-là sont si importants dans le livre? Parce que pour nous, c'est un peu la finalité du jardinage. Parce que si on jardinait pas pour récolter, ben on pourrait faire autre chose qu'un potager. Parce qu'un potager, c'est tough. Là. On pourrait planter des arbres puis s'en occuper, puis on serait dans un autre rythme. On pourrait planter des fleurs, puis le potager, la vocation, c'est une vocation nourricière. À la base, les plantes potagères sont là pour nous nourrir. Donc, nous, l'idée de déjà en amont penser à la récolte, c'est de donner un peu toute la place à l'effort qu'on a mis, au temps qu'on a mis, à l'amour qu'on a mis pour pouvoir récolter des bénéfices. Parce que tout au long de la saison, on va avoir récolté plein de bénéfices, on va avoir eu du plaisir, on va avoir été au potager avec des amis, nos enfants, ça va être le fun, mais il n'y a rien de mieux qu'une belle récolte à la fin pour comme faire wow, dans le fond, j'ai tout fait ça pour ça. Puis nous, on parle de la récolte parce que finalement, quand on était sur une ferme maraîchère, la récolte, c'était la chose qui changeait tout. Toutes les étapes avant ne valent rien si tu n'es pas capable d'avoir une récolte pour nourrir ta communauté. Puis c'est la même chose, on aura amené ça avec nous. La vision nourricière du potager est directement liée à ça. L'objectif du potager, c'est de se nourrir. C'est pas grave si on ne réussit pas à tout coup. Mais nous, ça fait 5 ans qu'on a un potager d'autosuffisance. Puis l'invitation, c'est pas que tout le monde doit avoir un potager d'autosuffisance. Loin de là, on peut faire plein de types de potagers. Mais la récolte est aussi importante, peu importe la taille du potager. Sauf que quand on arrive à la récolte, bien là, comment est-ce qu'on préserve nos récoltes? Comment est-ce qu'on fait en sorte de récolter au bon moment?
Parce que l'exemple typique, là, c'est le zucchini, évidemment. Donc, l'exemple typique, c'est « Ah, j'ai planté plein de zucchini, ça pousse bien, ça pousse bien. » Mais là, finalement, tu récoltes pas à temps, tu n'es pas assidu, tu as trop de plants, puis là, tu te ramasses avec des mastodontes, puis tu sais plus quoi en faire. Puis là, même tes amis sont comme « Ah, oublie ça, j'ai fait un gâteau au zucchini, j'en veux plus, c'est correct. » Parler de la récolte, c'est de parler de c'est quoi les bons moments pour pouvoir tirer le meilleur de la saveur du légume puis en profiter vraiment au maximum. Si vous voulez faire de la sauce, ben ça se prévoit d'avance avec un nombre de plants, puis des variétés, puis des tomates italiennes. Donc, pour nous, c'est inclus dans le cycle de jardinage. Puis je pense que ça vient beaucoup aussi de notre expérience de maraîcher où est-ce que tu n'as pas le choix de penser à ta récolte. On pense à la récolte au moment où on fait notre planification. Finalement, maintenant que les jardiniers autour de nous ont commencé à faire ça, en fait, il y a beaucoup de monde qui nous ont partagé que tout d'un coup, c'était pas mal plus excitant. Parce que là, il y avait comme un objectif. Il y avait quelque chose, il visait quelque chose. C'était pas juste le fruit du hasard de se rendre à la fin de la saison puis de faire comme « Ah ben cette année, j'ai eu des belles récoltes » ou bien « Ah là, j'ai moins des belles récoltes ». On aime ça dire, ben on peut se donner un objectif puis on sait c'est quoi le plein potentiel de la plante. Fait que si on a un regard qui pointe vers la récolte, on va déjà s'organiser autour de ça aussi pour y répondre du mieux qu'on peut, tu sais. Finalement, avoir des beaux zucchini qui se mangent bien puis qui se grillent au barbecue et tout. J'ai encore là, du zucchini râpé là, dans le congélateur. Écoute, j'y pense pas. Là. Je penserai à un moment donné quand je ferai le ménage de mon congélateur. Mais tu sais, au moment où tu l'as récolté, tu t'es dit « Ouais, j'ai quand même mis de l'effort, je vais pas le jeter, je vais pas le mettre au compost, fait que je vais le transformer, mais finalement, tu le manges pas. » Puis là, c'est comme, c'est de l'effort que tu as mis, mais tu sais, moi, je préfère qu'on se dise tout de suite les vraies choses. On va pas le manger, le gros zucchini. Donc, peut-être que tu as juste besoin de moins de plants, puis tu as peut-être besoin de passer une fois par jour. Mais tu sais, toi ou n'importe qui, là, moi maintenant, je suis comme rendu là parce que ça nous est arrivé, mais à échelle fois 100. Là, tu sais, avec une ferme, là, tu passes dans 3 planches de 30 mètres de zucchini, puis tu es comme, ouais, peut-être que c'était un peu trop finalement. Tu sais. Dans la troisième partie du livre, là, on va vers plus d'autonomie. Le premier chapitre, c'est sur les semis. Pourquoi avoir mis les semis à la fin du livre plutôt que d'avoir mis ça au début? Ben, tu vois, la majorité des livres de jardinage le mettent au début, puis je pense que c'est dans une perspective un peu chronologique. C'est comme si tu démarres la saison par les semis. Puis nous, notre vision, c'est que les semis, c'est une étape qui est très intéressante, mais qui n'est pas fondamentale pour les jardiniers. On peut avoir un excellent potager, se nourrir très bien de notre jardin, puis pas démarrer de transplant. Donc, pour nous, c'est si tu veux aller plus loin, parce que ça implique des installations, pour avoir des beaux transplants, on peut démarrer des transplants de plein de façons, là, des bords de fenêtre, des paquets de coquilles d'œufs. Il y a plein de façons de faire un peu de l'artisanat du semis. Là. Nous, notre vision du transplant, c'est d'avoir des très beaux transplants qui démarrent bien la saison. Donc là, on tombe un peu en compétition avec les jardineries qui font des beaux transplants. Pour nous, c'est pour ça que c'est une étape numéro 2. C'est, tu sais que tu aimes ça jardiner, tu as des bons résultats, tu contrôles bien la saison, ça va bien, tu comprends les paramètres, tu es capable de naviguer à travers la saison, puis tu as envie d'aller plus loin, bien là, tu vas t'équiper, mais tu vas faire ça comme il faut. Les plantes vont avoir besoin de lumière, ils vont avoir besoin d'une certaine chaleur, ils vont avoir besoin d'une visite régulière parce qu'à partir de ce moment-là, c'est une petite pouponnière que tu t'occupes. Donc, il y a comme des étapes qui sont pas juste ah, wow, j'ai plein de belles plantes. Ces plantes-là vont aller dans ton potager. Fait que s'ils arrivent dans ton potager, ils sont frêles, que tu ne les as pas plantés au bon moment, qui sont rendus étiolés, qui manquent de nutriments, ben, je pense pas que tu pars de la bonne façon. Tu pars avec 2-3 pas de recul. T'sais, un beau transplant, là, il est supposé de démarrer au potager. La reprise est supposée être très, très bonne. Fait que c'est pour ça qu'on le met dans la troisième partie, parce qu'on en parle d'une façon qui est plus complète, où est-ce qu'on dit le matériel, le processus, qu'est-ce qui est plus difficile à faire, par quoi tu devrais commencer si tu veux y aller, puis aussi les dates, parce qu'on voit déjà « Ah, février arrive, là, le moment des semis », puis je suis comme « Attends une minute, là, il y a juste les poireaux, les céleri raves, puis les oignons qui s'en viennent dans pas trop long, mais tout le reste, là, c'est dans longtemps. » C'est comme « Allons plus loin, mais de la bonne façon pour avoir un bon démarrage de saison. » C'est pas pour ça qu'on le met un peu plus loin, comme l'extension de saison. Ben justement, je vois souvent des images là, de potager d'hiver avec des tunnels, des serres, des couches froides, toutes sortes de choses. Ça a l'air un peu compliqué. Est-ce que c'est plus simple que je pense ou c'est une étape là, qui demande plus d'expertise?
Avoir une serre, ça demande plus d'expertise, tout simplement parce qu'il y a un aspect de gestion climatique supplémentaire. Il faut être prêt à travailler d'une façon différente. Mais il y a plein de façons d'aborder la chose. On peut y aller vraiment au plus minimal, puis on peut y aller de façon super automatique. Ultimement, les maraîchers, ils ont des systèmes de contrôle qui calculent la lumière, la chaleur, le nombre de watts au mètre carré. Au jardin, c'est pas ça. Mais donc, on peut y aller à une serre minimale qui s'ouvre puis qui est bien ventilée, va donner quand même des très, très bons résultats. Puis une serre que tu vas commencer à manipuler un peu plus, avoir un petit chauffage d'appoint, des petits ventilateurs. L'idée, c'est qu'une serre, ça reste une structure qui crée beaucoup de chaleur. Donc, au fond, on lutte contre l'effet de serre. Puis en même temps, l'effet de serre, c'est ça qui est bénéfique. Donc, c'est comme un couteau à deux tranchants. Fait que c'est là où est-ce que ça demande un peu plus de compétences. Mais moi, je trouve que les moments les plus faciles pour utiliser une serre, c'est finalement les moments où est-ce qu'il y a de l'extension de saison. L'automne et le printemps, c'est les moments très, très simples pour utiliser des serres parce qu'il fait froid dehors au Québec. Donc, l'effet de serre est facile à contrôler. En ouvrant légèrement une serre au printemps ou à l'automne, ça va rester dans un climat tempéré. Les serres, c'est plus difficile l'été. Faut que tu aies des ouvertures vraiment très, très grandes. Nous, on a des formations qui parlent exactement de ça, là, comment construire une serre, comment cultiver en serre. Mais par exemple, ceux qui veulent faire de l'extension de saison à l'automne, c'est vraiment pas compliqué là, à l'automne. C'est juste que tu as un deuxième printemps. Il faut que tu redémarres des transplants, il faut que tu sèmes à la bonne date parce que là, le soleil est en décroissance. Donc, l'objectif, c'est d'avoir des transplants, des plants qui vont être rendus aux 2/3 de leur maturité avant le 8 ou le 10 novembre. Les plantes, à partir de ce moment-là, vont plus croître, mais elles vont être vraiment en mode garde-manger dans la serre. Fait que si les gens veulent commencer à expérimenter l'extension de saison, le plus simple, c'est jusqu'à mi-novembre, avant que les gros froids arrivent. Si on veut aller un peu plus loin, je dirais jusqu'à Noël. Mais là, ça prend un petit chauffage d'appoint, puis des structures à l'intérieur, puis des toiles. Fait que c'est plein de petites affaires qui sont nouvelles par rapport au potager, puis on peut moins s'en remettre justement aux éléments ambiants. Tout d'un coup, vous avez un espace à organiser et à gérer. Mais c'est tellement excitant, là, honnêtement. C'est comme un beau deuxième niveau quand tu veux aller plus loin dans le jardinage, là, vraiment. Ensuite, on arrive vers la fin du livre. Vous avez choisi 12 cultures clés. Tomates, concombres, radis, choux frisés, courgettes, hein, encore une fois. Pourquoi ces légumes-là en particulier? Tout au long du livre, on ne parle pas d'un légume en particulier. On parle du jardin dans son ensemble. Ce qu'on réalise aussi, c'est que chaque légume a des besoins particuliers. Alors, on voulait faire une forme de synthèse des méthodes puis des techniques associées d'une certaine façon à un légume en particulier pour dire, nous, notre expérience avec ce légume-là. Pourquoi est-ce qu'on a choisi 12 légumes? C'est qu'on ne voulait pas donner la place à tous les légumes. On voulait montrer un peu, venez avec nous dans notre tête pour voir qu'est-ce que sont ces légumes-là. Puis on voulait donner des tips and tricks, des petits trucs. On a choisi ces légumes-là parce que c'est des légumes prisés, c'est des légumes qui donnent des belles récoltes, c'est des légumes qui sont en général assez simples à mettre au potager, ou il y en a qui sont des défis puis que ça vaut la peine de relever. Par exemple, les poivrons, c'est beaucoup une histoire variétale, puis une histoire de densité puis de fertilisation. Après ça, une fois que tu as compris ça, le poivron, c'est pas compliqué. Ça a été dur là, de choisir les cultures, mais on regardait aussi tous les livres de jardinage, puis il y en a beaucoup que il y a 1/3 du livre que c'est les techniques, puis il y a 2/3 du livre que c'est comme légume par légume. Puis on était comme, une fois que tu as compris tout le cycle, puis comment gérer ton potager, ça devient aller en finesse pour chaque légume. Mais on ne trouve pas que c'est ça l'essentiel. Mais en même temps, on voulait donner du bonbon à la fin du livre là, pour connecter avec les légumes, puis aller dedans. Après la sortie du livre, c'est quoi vos projets? Peut-être toi personnellement, mais pour l'Académie potagère. Un autre livre peut-être? On a écrit ce livre-là comme si ça allait être notre seul livre. Ça ne veut pas dire que c'est notre seul livre, mais on n'a pas en tête d'en écrire un présentement à nouveau. On a vraiment mis tout notre cœur dans ce livre-là. On voulait que ce soit un bon livre de jardinage qui aide les gens pour vrai, puis on ne voulait pas, dans le livre, ouvrir des portes qu'on ne referme pas. Fait qu'on s'est assuré de trouver la bonne substance, le bon nombre d'ingrédients pour que ça aide vraiment les gens. Présentement, on n'a pas en tête, là, on ne s'est pas gardé dans notre manche là, les idées d'un deuxième livre. Présentement, ce qu'on a le goût pour l'Académie potagère, puis notre vision, du moins pour l'année, là, c'est d'aller à la rencontre des gens. Ça fait 5 ans que l'Académie existe. On a une grosse communauté en ligne, très active sur les réseaux sociaux. On a été très peu actifs dans les événements présentiels parce qu'on se concentrait beaucoup sur
les formations qu'on bâtissait. C'est très long, hein, bâtir une formation. Par exemple, la formation sur les serres, je l'ai commencé en décembre, je l'ai fini en avril de l'année suivante. Là, je veux dire, c'est très, très long parce que c'est toutes des formations qui sont avec la caméra au potager, faire la chose au bon moment. Donc, ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Puis là, maintenant qu'on sort le livre, notre idée avec le livre, c'est on sort un livre dans le vrai monde, on va dans le vrai monde. Fait que là, notre idée pour l'année, c'est aller à la rencontre des gens. Donc, on visualise, on va probablement faire des tournées de conférences, essayer d'aller voir les gens. Là, on va à Québec à la fête des semences le 28 février, 1er mars. En 5 ans, c'est la première fois que l'Académie va être là, mais on est tellement content de pouvoir enfin y aller. On a envie d'aller dans le vrai monde, quoi. Tu mentionnais plus tôt les difficultés auxquelles font face les agriculteurs, en particulier les jeunes qui voudraient entrer dans le métier. Puis je me souviens, il y a une année ou deux, là, j'avais croisé un ancien collègue de travail, un jeune homme, là, début vingtaine. Puis il me disait que le maraîchage, ça l'intéressait. Mais il ne savait pas où commencer. Pour quelqu'un qui a envie de relever les défis, là, comment est-ce qu'on peut commencer? Je pense que la formule qu'on a utilisée en 2016 est encore valide, c'est-à-dire trouvez-vous une équipe. Faites ça en gang. Là. Les coops, c'est probablement aujourd'hui plus que jamais la meilleure façon de démarrer un projet agricole. Il y a plein de belles coops. Donc, la première étape, c'est devenez employé agricole dans des coopératives de travail qui représentent un modèle qui vous intéresse. Il y en a plusieurs au Québec là, qui ont émergé. C'est sûr qu'il y en a des vieux de la vieille, la coop Tournesol, mais il y a la coop Charrette, etc. Puis moi, je pense que se mettre en équipe, c'est la meilleure façon parce que, pour vrai, le prix des terres a explosé. Là, ça n'a pas de bon sens. Pour moi, c'est pas envisageable de penser faire ça tout seul. C'est trop gros. La coopérative, se mettre en équipe, puis après ça, trouver de l'aide à l'accès à la terre, parce que c'est ça le premier défi. Puis la troisième chose, c'est aller vous former, parce que l'intérêt, c'est quelque chose. L'intérêt, pour moi, là, avoir envie de faire quelque chose, c'est comme le moteur. C'est ça qui va te donner toute l'énergie pour aller jusqu'au fond des choses. Mais il y a trop de gens qui ont cette énergie-là puis qui veulent tout de suite la mettre en application. Mais le problème, c'est que l'énergie doit être canalisée de la bonne façon. Fait que plein d'énergie de n'importe quelle façon, ça va donner n'importe quoi. Fait que, moi, j'ai eu cette énergie-là initiale, puis ce qu'on s'est dit, c'est on va aller se former. Puis j'ai été faire un deck de 3 ans, puis ensuite j'ai travaillé 3 saisons chez un fermier qui avait le modèle exact que je voulais reproduire. Après ça, la seule chose qui manquait, c'était l'association. Fait que là, ça a été quand même un long processus. Là. Ça a été 6 ans de temps avant que, là, je suis prêt à démarrer. Fait qu'il y a vraiment ça aussi. Il y a comme, formons-nous, trouvons une bonne équipe, trouvons de l'aide pour l'accès à la terre. Puis après ça, je pense que ça peut aller plus rondement puis de façon plus agréable avec ça. Pour terminer, là, dans le dernier chapitre, parler de chaque jardin comme d'un flambeau, d'un mouvement plus grand que nous. On vit à un moment où est-ce qu'il y a beaucoup de doutes puis beaucoup d'incertitudes sur beaucoup de choses. Puis c'est vrai, là, les enjeux climatiques, il y a plein de comme négativité aussi au niveau de politique. Puis, mais chose qui est certaine, c'est quand on connecte avec un peu l'essence de ce qu'on est, puis je pense que le jardinage en fait partie, ça nous permet de connecter à l'essentiel. Puis c'est pour ça que nous, on considère qu'un potager, c'est pas juste un hobby, c'est pas juste une façon de passer sa fin de semaine, c'est de reconnecter avec tout le savoir-faire de nos ancêtres, des gens avant nous. Manger, là, c'est fondamental. Hein? On a besoin de se nourrir. Puis, une des choses les plus dramatiques, c'est si on oublie comment faire pour se nourrir, puis qu'on est devenu dépendant d'un grand système. Pour moi, les jardiniers sont à la base d'une chaîne extrêmement importante qui renouvelle le savoir, qui le maintient en place. Puis, honnêtement, c'est tellement des belles communautés, les communautés de jardinage. Le monde se sent lié. Il y a plein d'espaces de partage. C'est magnifique. C'est pour ça qu'on le sait que le potager, c'est pas mal plus grand que juste le petit espace qu'il occupe. Parce que c'est des enfants qui vont découvrir des carottes. Comme toi puis moi, on a découvert quand on était jeunes. C'est des amis chez qui tu apportes un bon mesclun en été. Puis c'est comme, wow, une belle tomate, quelque chose que tu as fait avec du cœur. Ça amène pas juste du sens, ça amène comme une intentionnalité. Puis je pense qu'on a besoin de ça aujourd'hui dans notre société, l'intentionnalité.
puis du sens. Fait à tous les jardiniers, jardinières, honnêtement, là, vous faites partie d'un mouvement qui vous dépasse, puis je suis tellement content de pouvoir en faire partie avec vous. C'est magnifique. Vincent, merci beaucoup d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Je rappelle que le livre Le potager abondant, méthode pour cultiver et récolter plus, écrit avec Danny Bouchard et publié aux éditions de l'Homme, est disponible en librairie en ligne, dont sur academiepotagère.com. Donc, merci beaucoup, Vincent, d'avoir été là. Merci Mathieu de m'avoir accueilli. Je suis vraiment content d'avoir pu parler avec toi.